Bonjour et bienvenue dans le studio de l'Indépendant, en compagnie aujourd'hui de l'ancien maire de Perpignan, Jean-Paul Alduy. Bonjour. Bonjour Laura. Bonjour. Et bienvenue. Faut-il le rappeler, Monsieur Alduy, vous avez été à la tête de la ville de 1993 à 2009. Vous avez également été conseiller général, sénateur et président de Perpignan Méditerranée Métropole jusqu'en 2014, où vous avez mis fin à votre carrière politique. Tout à fait. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la présentation de votre dernier livre, Ce que Maire m'a fait. Est-il cet ouvrage un adieu ou une porte d'entrée vers les municipales 2026 ? Alors, peut-être pas en tant que candidat, mais tout du moins un soutien de quelqu'un au sein de la ville. Bon, je comprends la question d'un journaliste qui essaye d'ausculter le microcosme local. Alors, je réponds tout de suite, j'ai mis 10 ans à me désintoxiquer, donc je ne vais pas reprendre une activité militante à la recherche d'un mandat. Par contre, je garde de cette période politique quelque chose de très important. J'aime les gens, j'aime ce territoire. Et donc, d'une manière ou d'une autre, j'essaierai de soutenir celles et ceux qui veulent aller sur ce chemin de Perpignan une et pluriel, de Perpignan la catalane, de l'archipel, de la laïcité. Voilà, celles et ceux qui seront sur ce chemin-là, je les soutiendrai en tant que citoyen militant. Sur le chemin peut-être d'Annabelle Brunet, qui est conseillère départementale, à qui on prêterait des intentions à la tête de la ville de Perpignan et qui a été à vos côtés à une époque. Pendant longtemps. Pourquoi pas ? Je l'ai vu naître politiquement, je peux le dire comme ça. Voilà. Non, je ne serai dans aucune liste, mais par contre, je le répète, je soutiendrai toutes celles et tous ceux qui partageront ma vision de l'avenir, mes convictions. C'est clair. Parce que je crois qu'aujourd'hui, l'équipe en place conduit cette ville dans l'isolement, dans le repli et donc le déclin. Vous commencez votre ouvrage en décrivant des récits en train que vous avez effectués, des allers, des retours sur Lyon, sur Paris, métaphoriquement. C'est le chemin de votre vie politique que vous avez retracé ? Non, c'était... mon fils fait ses études à Lyon, et donc, à un moment, j'ai retrouvé des notes d'une conférence que j'avais faite à Collioure, qui était justement sur ce thème, comment le technocrate bien installé, bien formaté, en technocrate de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, peu à peu s'était transformé en politicien. Pour le dire autrement, alors que j'avais orienté mes études, ma carrière, pour échapper à la culture familiale, voilà qu'une élection improbable, en 1993, m'a fait basculer ma vie sur un chemin différent, et qu'à la fin de ce chemin, j'étais un politicien qui savait naviguer dans le microcosme local, qui cumulait les mandats, etc. Voilà, donc j'ai essayé de comprendre les différentes étapes de cette transformation. Et j'en ai tiré d'ailleurs un message. On ne sort pas indemne d'un mandat municipal. Et alors de plusieurs ? Que dire ? Oui, c'est pire, oui. On ne sort pas indemne, mais il faut surtout... Alors, à la fois, c'est quelque chose de passionnant. Participer à la vie de sa cité, la voir se transformer, aider la cohésion sociale, ouvrir les portes de l'avenir. C'est passionnant. C'est parfois des violences et des douleurs. Mais il faut surtout éviter l'addiction du pouvoir. Parce que quand on s'accroche au pouvoir, peu à peu, on perd l'intelligence du futur. On a des adhérences avec la société locale, et ça s'appelle parfois le clientélisme, et parfois plus. Donc il faut
éviter l'addiction du pouvoir. Et c'est ça le premier message de ce parcours que j'ai fait en essayant de montrer étape après étape comment un mandat public vous transforme, et vous transforme en profondeur. Justement, sur ce parcours, vous avez rencontré des opposants, des alliés d'hier qui sont devenus des ennemis d'aujourd'hui, pour ne pas les nommer. Bon, l'actuel maire de Perpignan, Louis Alliot, votre successeur, Jean-Marc Pujol, vous en parlez dans votre ouvrage. Très peu. Très peu. Je vais Il doit y avoir une faille encore sans citer. Et je vais toutefois me permettre de vous citer. Lorsque vous évoquez M. Alliot, par exemple, vous dites Perpignan la rayonnante, la nouvelle marque de la municipalité d'extrême droite. Ne serait-il qu'un slogan pour cacher la réalité d'une cité en souffrance ? Oui, mais ça, je re-signe, hein, je confirme. Je crois que c'est ça le vrai sujet. Le vrai sujet, cette ville, on est enclavé, et on l'est encore aujourd'hui. On n'est toujours pas de TGV entre Montpellier et Perpignan. Pour aller à Barcelone dans la journée, c'est impossible. Bon, donc on est dans une position d'enclavement. Et pourtant, on est au cœur, Barcelone, Toulouse, Montpellier, de 12 millions d'habitants. Et pourtant, on a un héritage fantastique de Perpignan. La Catalane, il existe. Donc on a des atouts, des tas d'atouts. Et donc, ici, pour valoriser ces atouts, il faut être très ambitieux et avoir un marketing territorial qui mette en valeur ces différents atouts. Quand je sors Perpignan la Catalane, c'est pas simplement pour faire du catalanisme. J'ai jamais été... je parlais même pas catalan quand j'ai été élu maire. Bon, c'était pour bien montrer où nous sommes. Perpignan la rayonnante, personne ne sait où c'est. Perpignan la Catalane, c'était un positionnement géopolitique. Je faisais du marketing territorial. Quand je dis Perpignan une et pluriel, je m'adresse à tous nos concitoyens en leur disant vivez notre diversité. Notre diversité est une force que chaque communauté ne se replie pas sur elle-même. On crée l'archipel, chacun dans son île, on protège son île, mais on aime l'archipel. On comprend que l'archipel nous donne une force économique, nous donne une force politique, nous protège. Donc c'est tous ces messages-là que j'ai essayé de mettre en place et qui aujourd'hui, malheureusement, sont en train de totalement disparaître derrière un slogan nul, Perpignan la rayonnante. Vous l'écrivez, ici, les nouveaux élus ont fermé, vendu et tout détruit de nos ancrages au sud, en Catalogne. Ben oui, je regrette. J'avais fait un gros travail d'intégration de Perpignan dans les réseaux du Sud, les réseaux politiques, les réseaux économiques, les réseaux culturels. J'avais même, contre vents et marées, installé une délégation de Perpignan au cœur de Barcelone. Puis ensuite, quand j'ai vu que ces réseaux à Barcelone étaient bien organisés et fonctionnaient, je l'ai déplacé sur Gérone, qui est la ville jumelle, la ville fraternelle. Hein. Et ceci a permis beaucoup de choses. On ne s'en est pas rendu compte. Vous avez une société comme Astral, qui est à côté de Torremolinos, là-bas, ne serait jamais venue si je n'avais pas installé disons Perpignan dans le réseau économique du Sud. Donc je crois qu'aujourd'hui, tourner le dos à cette dimension transfrontalière, porte de la péninsule ibérique sur le reste de l'Europe, tourner le dos à ce positionnement-là, c'est quelque part se priver d'un atout essentiel. Quand vous évoquez votre successeur, Jean-Marc Pujol, je vous cite encore, vous dites de lui qu'il avait le souffle court, vous parlez d'une politique des petits pas, d'une dynamique et d'une attractivité du territoire qui ont été brisées. Vous expliquez même que lui transférer vos pouvoirs en 2009 a été une faute politique dont les conséquences furent très lourdes. Pourquoi égratigner ces gens encore aujourd'hui ? Vous avez des choses à justifier de votre bilan ? Non, j'essaye, après 10 ans, je répète, de désintoxication, de jeter un regard à peu près objectif sur ce qui s'est passé. Je ne peux pas... il faut bien que je trouve une explication
au fait qu'aujourd'hui, on est le territoire le plus à l'extrême droite de France. Il faut bien trouver une explication. Hein. Alors que Louis Alliot, en 2009, n'avait même pas atteint 10%. 2009, c'est pas le Moyen-Âge. Hein. Bon, donc, il faut bien expliquer tout ceci. Et donc, j'ai essayé d'expliquer. Vous sortez quand même, entre nous, 3 lignes d'un livre qui doit faire 200 pages. Hein, voilà. Donc, c'est une question voilà, on est parmi toutes celles que je vais vous poser. Le dis, mon livre n'était pas centré, j'ai aucun compte à régler, mais mon livre était surtout pour expliquer quelles sont les étapes qui vous construisent maire ou président d'agglomération, et surtout quelles étaient les dimensions du futur sur lesquelles j'engageais la politique d'aménagement du territoire, la politique culturelle, la politique sociale de la ville de Perpignan, de la ville que j'aimais, la ville que je dirigeais. Pour finir sur certaines personnalités, avant de revenir complètement à vous, vous n'avez pas plus développé que ça votre relation avec Claude Barat, par exemple, que vous avez battu en 93. Est-ce que voilà, c'est voulu? Non, mais je répète, j'ai pas voulu faire un livre sur ma vie publique. J'ai voulu, parce que c'est ce qu'on me demandait, hein, parce que ce genre de livre aurait obligatoirement été quelque part une sorte d'autosatisfaction. Bon, non, j'ai voulu faire un livre pour... Il y a 3 parties. Hein. D'une part, pour, je répète, essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que la fonction de maire. Et alors, pour raconter ça, il a bien fallu que je fasse le parcours. Et d'ailleurs, ça m'a fait plaisir de reparcourir ma vie publique et de voir comment la gare de Perpignan, par quel mécanisme j'ai pu transformer le centre du monde. Ça m'a fait plaisir de parler des Dames de France, ça m'a fait plaisir de parler du quai Vauban et de l'aventure de la participation pour l'aménagement du quai Vauban ou de la place de la République. Ça m'a fait plaisir de voir tout ça. Ça m'a fait plaisir aussi de parler de la ville à énergie positive quand on était à l'agglo, etc. Bon. Donc, mais le parcours que j'analysais était là surtout pour illustrer ce que j'ai dit tout à l'heure. Attention, la démocratie française aujourd'hui est en panne, et elle est en panne parce que on multiplie les mandats. Il faut être capable d'éviter les addictions. L'appétit du pouvoir est une maladie maligne. Donc, pour moi, je pense que la véritable réforme, c'est pas tant le cumul de mandats, encore que, hein, mais c'est surtout limité à 2 mandats successifs. On le fait pour le président de la République, il faudra bien le faire pour les autres mandats importants, maire, président d'agglo, département, région. Et ça permettra à renouveler sans cesse le cheptel politique, les femmes et les hommes qui accéderont aux responsabilités publiques. Et à partir de là, on aura en effet, je pense, une dynamique économique, une dynamique sociale, une dynamique culturelle que nous n'avons plus aujourd'hui, tout particulièrement dans ce département. Et pour autant, les alliés ont été nombreux à la tête de commune dans ce département. Vous parlez bien évidemment de votre maman, Jacqueline, sénateur-maire d'Amélie-les-Bains, de votre père, Paul, sénateur-maire de Perpignan avant vous, et de ce fameux héritage dont vous n'avez pas réussi à vous défaire, tout compte fait. Vous parlez des sentiments échangés avec votre papa, d'une action en justice contre lui également, de désaccords lors des législatives en 97. Oui. Le lecteur assiste à quoi? Une thérapie? Un parricide? Nous sommes en plein complexe d'Oedipe? Ah, je ne crois pas. J'ai voulu quand même donner de la chair à ce livre, de la consistance. Hein. Et du coup, en évoquant ce parcours, je le répète, ce qui m'intéressait, c'était surtout comment j'étais transformé. En analysant ce parcours, évidemment, il y a un certain nombre d'étapes qui étaient importantes, vous les avez rappelées, mais vous avez vu, je les ai mises un peu en exergue, hein, pour bien montrer qu'il y avait d'une part un certain nombre d'anecdotes, de l'autre part la démonstration des différentes évolutions. Voilà. Alors, thérapie, je pense pas, je pense que c'était plutôt le dernier bouquin qui était la thérapie que j'avais écrit pour m'accompagner dans cette décision difficile pour moi d'arrêter
ma vie publique. Et là, j'avais fait un livre qui était beaucoup plus sur le contenu de ma vie politique et pas la transformation que cette vie politique avait produite. Donc là, ce n'était pas tout à fait une thérapie. Je répète, 10 ans de désintoxication, je me sens très bien dans ma peau. J'ai gardé quand même de cette période, je l'ai peut-être dit déjà, j'ai gardé de cette période, certes des souvenirs intéressants, parfois douloureux, mais j'ai surtout gardé de cette période, j'aime les gens, voilà. Cet contact. Hein, là, je suis toujours avec ma Vespa jaune à me balader et je suis heureux de voir les gens qui me reconnaissent, qui viennent vers moi, qui m'écoutent, qui me racontent « Ah, Jean-Paul, tu te rappelles ?» Oui, j'aime ça, j'aime les gens, j'ai gardé ça. Hein. Mais donc la thérapie, j'ai envie de dire, elle est quotidienne pour moi. Hein. Il suffit de vivre dans Perpignan, d'aimer cette ville, d'aimer les gens. Ça suffit à éviter le mauvais vieillissement. Vous revenez sur 2 moments douloureux de votre carrière. Je les rappelle, les émeutes de 2005, lors de tensions intercommunautaires, et l'affaire dite des chaussettes, en 2008, à l'issue du dépouillement du second tour des élections municipales. Vous avez des choses à vous faire pardonner ou à expulser? Dans ces 2 cas que vous citez, je n'ai vraiment rien à me faire pardonner. C'est plutôt l'inverse. Hein. Il y a eu une sorte de lynchage médiatique dont je n'ai pas pu m'extraire. Et je répète, je le dis d'ailleurs, je crois, dans le livre, ça m'a fait penser à Dominique Baudis. Dominique Baudis, dans l'affaire Allègre, les médias le condamnent. Je me souviens de cette interview sur France 2 où il transpirait et les gens ont dit, vous voyez, il ment. Alors que simplement c'était la chaleur des voilà. Hein. Et puis on a découvert après, un peu plus tard, que c'était rien. Et là c'est pareil, 2005, en quoi j'étais responsable de 2005 ? Et d'ailleurs on a découvert que finalement ce qui a déclenché les émeutes de 2005, c'était une erreur de l'AFP, premièrement, qui a envoyé une fausse nouvelle à 8h, qu'elle a contredit à 9h, mais c'était trop tard. Et ensuite, on a découvert après que l'assassinat qui s'était produit sur Saint-Mathieu, c'était en fait un règlement de compte entre 2 hommes, une histoire d'amour qui avait mal tourné. Hein. Bon. Quant à l'affaire des chaussettes, à la fin, ça se termine par 3 mois avec sursis de M. Garcia. Et j'ai découvert d'ailleurs ce qui s'est passé sur l'histoire des chaussettes. J'ai mis du temps. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait, si je me souviens bien, 3 fois sur les pages, vous savez, quand on fait le décompte à la fin, ça se passe comme ça, on regarde combien il y a eu de votants sur la page, en bas on met le chiffre, 8, et 3 fois de suite, il y avait 8 en bas de la page. Mais après, quand on dépouille, il y en a un qui écoute, 8, et donc il fait le total des signatures. Et là, visiblement, le gars qui a fait ça, il a oublié un des 3-8, parce qu'il n'a pas compris que c'était 3 fois la même chose, mais c'était 3 fois et pas 2 fois. Et donc il manquait 8, et cette andouille de Garcia qui dirigeait le bureau de vote, paniqué par le fait que le nombre d'enveloppes était supérieur au nombre de voix constatées, s'est mis à mettre des enveloppes dans sa chaussette. Enfin, c'est une bêtise rare, Et je l'ai payé très très fort, Hein. En fait, j'ai été réhabilité, si je peux m'exprimer ainsi, par une élection qui a été la meilleure élection de ma vie, où il a fait 54% dans une triangulaire, et Louis Ayot, d'ailleurs, a fait moins de 10% à cette élection. Hein. Donc, c'est vrai que ces 2 événements, je n'ai rien à me reprocher, mais elles m'ont montré que quand un événement se produit et que vous êtes au cœur du dispositif, il y a une sorte de lynchage médiatique qui se met en mouvement et votre parole devient inaudible. Tout ce que vous avez pu dire avant, votre comportement, votre exigence en termes d'honnêteté, de
de construction des valeurs de la République à la place où vous êtes, tout ça est effacé, vous êtes inaudible. C'est ça que j'ai voulu rappeler à ce moment-là. Et donc il faut savoir qu'un mandat municipal, c'est aussi, malheureusement, des moments où on ne contrôle plus rien et où on est la cible. On est le bouc émissaire. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez remarqué, la violence contre les maires a pris des proportions impressionnantes. Les maires sont la cible, et maintenant même physique. Brièvement, par rapport à 2005, les relais de l'époque laissaient sous-entendre que la partie immergée de l'iceberg laissait sous-entendre voilà, la fin de vos relations dans certains quartiers. Le terme, et je mets entre guillemets, de clientélisme est arrivé sur le devant de la scène. Oui, comment vous l'encaissez ça, à l'instant T? C'est pareil, quand je vois, on disait que je donnais des scooters, des poulets pour le vote, pour obtenir le vote gitan, enfin bon, c'était n'importe quoi. Mais là aussi, le buzz se faisait et vous aviez du mal à répondre à cela. On a du mal à répondre. C'est tellement gros qu'on ne pense pas que ça puisse perdurer, on ne pense pas que ça puisse se déployer dans les médias et dans la société locale. Et pourtant, oui. Alors, le clientélisme, c'est un gros sujet. Un gros sujet. Pourquoi ? Vous avez, dans une ville comme la nôtre, vous avez un actif sur 3 qui est sans emploi. Soit RSA, soit chômage. Vous imaginez que le maire et les emplois municipaux sont une rareté terrible. Une rareté terrible. Et donc, c'est vrai qu'il m'arrivait parfois... donc, d'abord, j'avais installé un système de jury. Donc, pour tous les cadres B et encore plus les cadres A, c'était un jury qui regardait on appelle la candidature, un jury qui regardait les dossiers, qui auditionnait, qui classait. Et j'ai toujours pris, d'ailleurs, celui qui arrivait en tête dans les jurys. Donc ça, c'était pour les catégories B et les cadres, en gros les cadres. Hein. Mais pour les autres, parfois, je faisais en sorte qu'on puisse stabiliser un certain nombre de familles dans les quartiers, de manière à ce que ce soit des relais de la cohésion sociale. Pour éviter que Saint-Jacques ne se replie sur soi-même, il fallait bien que j'ai des relais dans Saint-Jacques qui me permettent d'ouvrir Saint-Jacques. Alors on avait fait la Casa Musicale, qui était une façon également de combattre l'isolement du quartier, le repli du quartier sur lui-même. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait avoir des relais. Et ces relais, les faire fonctionner. Moi, je me souviens des mamans gitanes que j'avais mis au fond des classes pour qu'elles amènent leurs gosses à l'école de la Miranda. On avait quand même fait baisser le taux d'absentéisme à, je crois, 5 ou 6%, alors qu'il était plus de 50%, grâce à ces mamans gitanes qui faisaient leur travail. Je me souviens, on avait même eu un prix d'un concours national qui s'appelait La main à la pâte. Hein, et c'était un prix de l'école Léon Blum qui avait été sélectionné au niveau national. Et l'école Léon Blum, elle était à 80% des jeunes du quartier en difficulté. Hein. Bon. Eh bien, c'est vrai que pour les catégories C, je faisais attention à faire en sorte qu'on puisse stabiliser les familles qui servaient ensuite de relais pour éviter, y compris les problèmes de sécurité, les problèmes de repli, les problèmes de refus, finalement, des lois de la République dans ces quartiers. Voilà. Et alors, c'est vrai qu'on peut appeler ça du clientélisme, mais pour moi, c'était une politique de cohésion sociale. Parmi tout ce que vous avez fait pour la ville de Perpignan, vous évoquez, vous énumérez longuement le Mediator, l'appellation Perpignan-la Catalane, l'atelier d'architecture, l'archipel. La gare. J'allais y venir, El Centre del Món, le 35, les liens avec la Catalogne, on en a déjà parlé, la mosquée de la Fraternité également. Vous justifiez vos créations, vos productions dans le livre ? Non, c'est au contraire pour montrer, dans un parcours, quand on a une vision du futur, quand on a une certaine intelligence de l'avenir, on peut s'accrocher à des projets importants qui vont avancer sur ce chemin. Hein. Et donc j'ai voulu montrer que
Quand je dis Perpignan-la-Catalane, cela signifie qu'il nous faut avoir une gare qui montre notre positionnement géopolitique, Barcelone, Montpellier, Toulouse. Et donc, je ne veux pas que la gare de Perpignan soit aussi désolante que la gare de Béziers, la gare de Narbonne, la gare de Sète, la gare d'Agde, etc. Et donc, on fait une belle gare qui donne une nouvelle image de Perpignan. Alors, les gens arrivent par train du nord ou du sud, ils arrivent à Perpignan, ils ont une belle gare. Voilà, hein. Donc, je fais la gare. Quand je fais le théâtre de l'Archipel, c'est pareil. La laïcité, les écritures de la Méditerranée sont là pour nous montrer la diversité culturelle de Perpignan. Voilà. Quand je fais le quai Vauban, c'est pareil. Je veux qu'il y ait une rambla au cœur de la ville, que la société se trouve dans toute sa diversité à cet endroit-là, et que ces frottements sociaux fassent de la cohésion sociale. Et d'ailleurs, j'y mets le 35, lieu où les jeunes viennent. C'était les jeunes qui géraient le 35. Il y avait même une radio libre, Radio Zigomar. Je vous assure que le maire de Perpignan, il était pas il était en général égratigné, mais toujours sans vulgarité. Hein. Bon, voilà. Radio Zigomar, je m'en souviens. D'ailleurs, il y a un certain nombre de personnages de Radio Zigomar qui ont continué dans les médias et qui ont eu de belles carrières dans les médias. Donc voilà, quand à l'Aglo, je fais qu'on s'appelle les éoliennes, le solaire, etc., je mets ville à énergie positive. Et ça m'a fait plaisir d'avoir inventé ce slogan avec Jean-Louis Borloo. Et après, d'ailleurs, aujourd'hui, je vois qu'Occitanie, Madame Delga veut que l'Occitanie soit une région à énergie positive. Ça m'amuse, parce qu'on a inventé ce slogan avec Jean-Louis Borloo. Ça devait être au moment de l'inauguration du tunnel sous le Pertubus, là-bas. Donc, vous voyez, c'est 2011, quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez, quand je fais ce parcours, en effet, j'ai voulu aussi repérer les différentes actions, les différents projets qui avaient du sens, qui étaient cohérents avec l'archipel, avec la société de l'archipel, avec la laïcité, avec le positionnement géopolitique, avec la cohésion sociale, etc. Voilà. Et donc c'est important de rappeler ces éléments. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit un mini-golf qui fabrique beaucoup d'économie et de cohésion sociale. Et au-delà de tout ça, vous continuez à vous projeter. La troisième partie de votre livre se dirige vers 2060. 60, oui. Quand votre fils, le dernier Mathis, aura 50, 60 50-60, oui, voilà. Bon. Vous évoquez la Smart City comme clé de voûte, mais aussi vous rentrez dans les détails de ce que pourraient être les mobilités, les emplois, oui. les zones commerciales, l'habitat, l'érosion du trait de côte. L'immigration. C'est pour une dernière trace, pour éviter de tomber en désuétude ou tout simplement pour boucler la boucle de votre mue, et je me permets de vous citer, là encore, puisque vous dites « Ce que mère m'a fait, c'est aussi cela, de technocrate à ménageur, à maire urbaniste, maire stratège et maintenant maire politicien. » Alors, quand je jette le regard sur le futur, quand j'essaie d'explorer les horizons du futur, c'est pour plusieurs raisons. La première et la principale, c'est de montrer qu'il faut surtout s'ouvrir sur l'avenir. Il faut toujours avoir l'intelligence du futur quand on conduit une cité, de l'importance de Perpignan et des difficultés que rencontrent les Perpignanaises et les Perpignanais. Il ne faut pas se replier. Et c'était ça l'idée fondamentale. Combattre le repli, combattre l'esprit de frontière et au contraire s'oxygéner. C'était le nom de ma première campagne. J'allais y venir. S'oxygéner. Clin d'œil subtil. Le regard sur le futur. C'était un peu ça. Hein. Et en même temps, j'ai toujours aimé mettre du futur dans ma vie. Toujours aimé. Voilà. Quand je regarde ma carrière, pas jouer un hasard si j'ai choisi l'aménagement du territoire. C'est bien pour toujours mettre du futur dans mon action quotidienne. Voilà. Et alors après, c'est vrai, la dernière partie, c'est un peu différent. C'est d'un seul coup, je me dis, mais comment je peux imaginer les transformations que vont opérer
l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, la nécessité de protéger la planète et donc d'éviter de continuer à imperméabiliser, à gagner sur l'agriculture, gagner sur les espaces naturels. Comment peut-on imaginer ce futur avec des variables très, très modernes, très, très nouvelles, très fortes, hein, alors que moi, j'étais incapable d'imaginer, quand j'avais 15 ans, ce qu'on a vécu à partir d'arrivée d'Internet. Moi, je suis d'un temps où la société évoluait très lentement, et j'explique que moi, quand j'ai mon adolescence ressemblait à celle de mon père, elle ressemblait même à celle de mon grand-père. Donc, le temps, la société évoluait lentement, mais elle laissait des traces. Aujourd'hui, ça va très très vite. J'ai l'impression que ça ne laisse pas beaucoup de traces, cet effet. On est dans le zap, dans l'éphémère, etc. Donc j'ai voulu, dans le dernier chapitre, dire bon, je me suis surtout trompé en essayant d'imaginer Perpignan en 2060. Je me suis surtout trompé, certainement trompé. Mais ce n'est pas grave. Il faut toujours avoir comme attitude de questionner les horizons du futur, de constamment avoir l'intelligence du futur. C'est la garantie d'avoir des mandats riches, des mandats qui apportent, des mandats qui construisent. Vous prodiguez des conseils ou vous soumettez une feuille de route pour des personnes qui souhaiteraient endosser ce rôle de maire de Perpignan? Bon, de conseil, c'est un grand mot, mais au moins un témoignage. Proposer un témoignage, le témoignage d'un parcours politique, le témoignage d'un regard sur le futur, le témoignage d'une vie passée qui vient de loin. C'est un témoignage, voilà, c'est rien d'autre. Hein. Soyons modes. Alors c'est vrai que j'ai rajouté quelques aquarelles pour que la lecture soit plus facile, que ça soit plus agréable. J'en ai mis quelques-unes qui me plaisent. Et je continue d'ailleurs d'en produire chaque semaine sur ma page Facebook, parce que le peindre fait partie, alors là par contre, de la thérapeutie pour éviter le mauvais vieillissement et garder toujours au cœur une capacité de sensibilité sur les beautés du jour, mais aussi sur les perspectives. Monsieur Alvi, notre entretien arrive à son terme et vous m'avez devancé sur la dernière question. Car, page 64, bon, dans le contexte des émeutes de 2005, vous écrivez « Ce que Mère m'a appris, c'est que lorsque les médias vous crucifient, votre parole est inaudible. » Oui, ça je l'ai écrit en parlant de 2005 et de 2009, hein, des émeutes et de l'affaire des chaussettes. Oui, est-ce que tel a été le cas aujourd'hui? Mais le futur le dira. Je vous remercie pour cet entretien. Merci de nous avoir suivis.